La Caraïbe, c'est bien beau pour comprendre le monde créole à partir du moment où on comprend qu'il existe un espace créole, une dynamique de la créolisation qui font véritablement un espace culturel original et pour lequel les anthropologues, notamment en France, avaient jusqu'ici très peu travaillé. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et il y a actuellement des groupes de qualité qui y travaillent. Mais c'est à ce moment-là qu'il m'est apparu qu'il y avait aussi d'autres lieux créoles, dans l'océan Indien, là aussi des îles, là aussi de la culture de la canne à sucre, là aussi des anciens esclavages, et j'ai vraiment eu envie d'y aller. Il se trouvait que j'avais une année sabbatique à programmer, et j'ai donc soumis. Je me suis dit, si on commence petit, on reste petit. Donc j'ai essayé de voir large. Et l'OPELF disposait d'un programme pour aider les universités francophones à travailler entre elles, qui s'appelait le FICU, Fonds international de coopération universitaire, dont le responsable était un Suisse, Maurice Butler, qui était par ailleurs un poète délicat, assez connu dans son milieu, mais qui était en même temps l'administrateur de ce programme. J'ai pris contact avec différents collègues en me disant, construisons un ensemble et demandant au FICU de nous permettre nos échanges. Donc j'ai pris contact avec le doyen de la faculté des sciences humaines d'Haïti, Jean-Baptiste Romain, que je connaissais assez bien par ailleurs, avec le professeur d'ethnologie de l'Université de Madagascar, Pierre Vérin, avec un professeur de géographie qui était très proche de la culture et qui était lié avec quelqu'un avec qui j'ai pas mal travaillé parce qu'il avait fait sa thèse sur la Guadeloupe, c'est Guy Lasserre qui dirigeait à l'époque le Centre de géographie tropicale de Bordeaux, Jean-François Dupont. Et nous avons monté un programme d'études de la plantation coloniale et post-coloniale comparée à Haïti, à non pas tout Madagascar, mais à Nosibé et à La Réunion. Mais il y avait un Haïtien qui travaillait en Haïti avec un Québécois, Serge Larose. Il y avait un Malgache qui a travaillé à Madagascar, qui était Jean-Aimé Racoult-Archou, qui est devenu ensuite directeur du musée de Madagascar, puis enseignant en France au Langso. Et puis il y avait un couple un Français et une Malgache de Madagascar qui sont allés étudier une des grandes plantations de la Réunion. Je me donnais pour tâche, moi, de travailler à la Réunion, pour mon compte aussi, à l'intérieur de ce programme, et de coordonner les différents travaux. Chacun faisait des rapports, on faisait des synthèses, etc. Le FICU a accepté, ça a été son premier projet. Ils venaient de le lancer et ils m'ont dit c'est un projet modèle qui correspond à ce qu'on veut, vous faites communiquer tout un tas de choses dans l'espace francophone. Donc on a eu un financement facile, Jean-Marc Léger l'a soutenu à fond et tout s'est très bien passé. À partir de ce moment-là, je suis allé à La Réunion, où je suis arrivé en 1970, en début de l'année 70, pendant mon sabbatique. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à prendre des contacts. Je ne savais pas bien comment. Jean-François Dupont m'a introduit à l'université, m'a présenté à ses collègues et au président de l'université, qui était à l'époque Louis Favoreux. Louis Favoreux était un juriste. L'université de La Réunion, à l'époque, était une dépendance de l'université d'Aix-Marseille III à Aix-en-Provence.
où Louis Favoré est devenu ensuite président. Et on m'a demandé ce que je faisais, et j'ai expliqué, ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez nous faire un séminaire pour nous exposer les travaux aux Antilles et tout. Alors j'ai fait un séminaire qui s'est appelé « La Réunion est-elle une société de plantation ?» Un séminaire de 2 heures, dans lequel j'avais colligé déjà certaines données sur la Réunion, j'ai fait la comparaison. Ça a eu la chance d'intéresser suffisamment parce que le terme n'avait jamais été employé à la Réunion, les gens n'avaient jamais vu ça. Aux Antilles non plus, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'avais pompé chez les Américains. Le Plantation Society, il y a même une revue qui s'appelait comme ça. C'est dire le décalage. Et donc, à ce moment-là, j'aurais dit, écoutez, si vous voulez, on va essayer d'organiser quelque chose. On a fait quelques conférences et tout ça. Puis, comme je n'avais même pas beaucoup de temps, je suis reparti. Et je reçois quelque temps plus tard un message de Louis Favoreux qui me dit « J'ai dégagé des crédits avec, par ailleurs, l'association des Réunionnaises pour l'éducation pour la santé, qui me permettent de vous financer un voyage et un séjour avec vous et votre famille pendant 1 an si vous voulez lancer des recherches à La Réunion. » Fin de mon sabbatique, plus demande d'un congé sans solde à l'université à la Martinique, à Montréal, et j'ai dit d'accord. Alors là, j'ai repris le séminaire et je demandais si on pouvait faire pendant quelque temps un séminaire hebdomadaire, et dans lequel sont venus, alors là, c'était merveilleux, un linguiste, Robert Chaudancion, qui est devenu plus tard un historien, Hubert Gerbeau et Claude Vanquet, un vieux colon de la Réunion qui avait une culture de philosophe et qui a pu nous appuyer, un notaire, enfin une brochette de gens avec lesquels chacun traitait d'un sujet 1 semaine. Le médecin qui a attiré mon attention sur le fait que, par exemple, quand il avait des patients de telle origine, on faisait telle chose dans la chambre, on faisait tel produit, telle magie, on apportait tel médicament, tel autre avait tel type de plainte. Le notaire sur le mode de partage et d'utilisation des sols et tout ça. Et ça m'a permis de construire une espèce de vague programme de recherche, et l'université qui me fournissait une voiture, qui me payait un logement si je le voulais, s'attendait à ce que je vienne dans la mouvance de l'université. Mais je n'avais quand même pas oublié que j'étais anthropologue. Je me suis dit non, c'est pas ça. J'étais m'installer dans un coin perdu, à proximité d'un endroit qui s'appelait le camp Villèle. Le camp Villèle, c'était un ancien camp. Un camp, c'est-à-dire le lieu où on logeait les esclaves, puis par la suite les esclaves affranchis, libérés, sur la plantation. À côté d'une des plantations qui a été la plus importante, non pas en quantité, dans l'histoire de la Réunion, la plantation de Villèle. La famille de Villèle s'était illustrée en France parce qu'un de ses membres était ministre de Louis XVIII, elles avaient gardé tous les traits d'une vieille famille noble encore jusqu'à nos jours, qu'elles s'étaient complètement appauvries et qu'elle avait dû vendre son château, parce que c'est un vrai château, et toute sa propriété, dans la concentration, avec une énorme concentration qui s'appelait les sucreries de Bourbon, mais avec droit de jouissance jusqu'à leur mort par les gens qui y habitaient. Donc j'étais à m'installer là. C'était une sorte de bidonville. J'avais une petite case, je venais avec ma femme et ma fillette, et on était là, visible aux yeux de tout le monde, dans une maison, il y avait un petit grillage, il y avait en face la canne à sucre, et puis les gens de toutes sortes. Et je me suis dit, il faut que je pénètre dans ce milieu, que je sois familier avec tous ces inconnus, et que j'arrive à comprendre ce que c'était ce groupe-là. Il y avait 2 voies possibles que j'ai empruntées toutes les 2. L'une, c'était ce qu'on appelait l'Association pour la promotion rurale, qui était un groupe de réflexion pour éduquer les paysans à moderniser leur petite agriculture artisanale et surtout la transition
de ceux qui vivaient sur la canne à sucre au moment où elle se déprenait d'une grande partie de la main-d'œuvre du temps du travail à la main, à mesure que se faisait la mécanisation. Et puis l'autre, c'était l'hindouisme, parce qu'il y avait beaucoup d'Indiens, de descendants d'Indiens, et j'avais la chance que ma femme était indienne et parlait le tamoul. Donc, j'ai pénétré par ces deux milieux-là, et effectivement, ça a bien marché, très bien marché. J'ai pu, du côté des paysans, avoir beaucoup de bons contacts, qui ont abouti à un petit livre qui s'appelle Paysans de la Réunion, qui est un livre où qui est un défoulement en quelque sorte. J'ai transcrit les propos de gens qui étaient des écrasés par la vie, qui étaient des gens qui avaient des quantités de difficultés et qui analysaient parfois extrêmement bien. Et en filigrane, c'était la société qui traversait. Alors après avoir présenté la plantation et sa structure, je mettais ça. Et puis, j'ai par ailleurs pu commencer à pénétrer dans le monde indien, et dans ce monde indien, à suivre les cérémonies, à être invité d'abord dans les grandes cérémonies publiques, puis peu à peu dans des cérémonies privées, à créer des relations d'affinité personnelle avec des individus. Un petit marchand, on appelle cela des bazardiers, qui avait une boutique de 3 mètres de large dans le village de Saint-Paul, et chez lequel je venais pendant des heures. Il me racontait comment il avait pu faire arriver un accident à son voisin qui avait tué un bouc, qui lui avait volé un mouton, parce qu'avec lui je suis allé prier Saint-Expédie, mais en priant le Saint-Expédie indien qui envoie le mal, etc. En fait, des tas de choses comme ça. Et ensuite j'avais rencontré un Indien, Francis Pungavanon, qui était un mainteneur de la tradition, qui m'a récité le Mahabharata en créole, en paroles et en chant, toutes choses que j'ai données ensuite à Sully Govindin, qui a fait sa thèse de linguistique, en partie avec ce matériau-là, sur créolisation et du tamoul et tout ça. Et puis j'ai rencontré aussi alors là, il se trouve que j'essayais d'avoir aussi des contacts macro-sociaux, parce que connaître le local sans connaître le global dans une île, c'est absurde. Donc, j'ai essayé de prendre des contacts avec les élites de la société. Donc, j'ai pu entrer en contact, et ça se passait toujours très bien, avec le grand patron des sucreries de Bourbon, qui avait concentré des milliers d'hectares de canne à sucre et des usines à sucre, et qui avait un bâtiment somptueux au centre de Saint-Denis, qui s'appelait Émile Hugo, qui était en même temps un technicien très connu dans le monde entier des sucriers, ses ouvrages traduits en anglais, etc. Émile Hugo, qui m'a reçu, qui m'a expliqué la logique de son entreprise, la nécessité de la concentration, et j'ai été aussi voir certains de ses chefs de service et tout. Et ensuite, j'ai rencontré Paul Vergès plusieurs fois, qui était quand je l'ai rencontré, il n'était encore pas grand-chose. Il était le leader du Parti communiste local, mais il est devenu assez rapidement député, puis président du Conseil général. Et là, il m'a beaucoup aidé, parce qu'il a compris mon langage. De la même façon que Césaire, c'est-à-dire que c'était des gens qui aimaient d'abord leur pays. On les a vus comme des politiques et tout. Mais ils s'en rendaient compte, et c'est vrai. Moi, je ne suis pas un anticolonialiste militant, mais il est vrai que ces sociétés ne peuvent pas être totalement elles-mêmes, parce qu'elles sont comme accolées. C'est comme si un arbre pousse à coller un autre, son tronc ne peut pas être cylindrique, et quelque part ça bute. Et du coup, moi j'arrivais pour essayer et je reconstituais ce qu'aurait été l'arbre complet. Et Père Vergès, de ce point de vue-là, discrètement, m'a toujours beaucoup aidé. Un jour, il m'a dit, tiens, je reçois, je ne sais plus quel député communiste, avec un journaliste de l'Humanité, et on va les conduire à la Chapelle la Misère. Alors, Chapelle la Misère, c'est un temple indien qui portait un nom curieux, c'est que c'était en même temps le siège de la cellule communiste. Et le leader, Daniel Singaini, qui se trouvait être le gendre de mon prêtre traditionnaliste, était en même temps le créateur de cette chapelle,
à laquelle il croyait. Il était le gendre et le fils d'un prêtre aussi. Prêtre, mais il était métis d'une musulmane en même temps. Et, et Daniel Singheni était en même temps le leader communiste. Et il expliquait le Mahabharata lui aussi. Et vous voyez la bande d'Arjuna, la bande qui s'est révoltée contre la bande des gros capitalistes. Et du coup, il relisait le Mahabharata en termes de lutte des classes, en créole, dans un groupe de prière où il y avait des gens d'origine africaine et des gens d'origine indienne, mais tout ça dans un culte tamoul, dans lequel les statues étaient faites par eux. Mais un jour, il m'a expliqué, oui, j'ai pris des noirs ici. Ça, c'est la bande intouchable. Parce que quand même, c'était des inférieurs. Alors, donc, alors avec Daniel Singheni, ça a été là aussi vraiment la fraternité. Là encore, même maintenant, il est devenu très vieux, on s'envoie des cartes pour Noël et tout. Et donc, j'avais comme ça une brochette de gens de différents niveaux qui m'ont permis à la fois beaucoup d'observations souvent très précises. J'ai 2 films sur la marche dans le feu et je voulais vous les faire voir, puis c'est des vidéos de rush que je n'ai pas travaillé, ça me servait de notes en quelque sorte. Et donc j'ai pu avec ça assister à beaucoup de cérémonies, à leurs aspects publics et à leurs aspects privés, à la préparation. Alors il y en a une série à La Réunion, j'en parlerai si je parle de l'hindouisme, et avoir aussi des contacts sur le monde rural, parce que tous ces gens-là, ils gagnaient leur vie aussi en cultivant, en vendant, en achetant. Et du coup, ça m'a permis de construire le modèle d'une part de la société de plantation et d'autre part de ses marges et son évolution future. Ensuite, beaucoup plus tard, avec Jean-Luc Bognol, on a réalisé un film pour Arte qui retrace les transformations du paysage avec la fin des plantations. Je ne sais pas si vous en... Et ce film donne parfaitement bien la chose. On a rédigé un gros manuscrit qui n'a jamais été publié sur tout ça aussi. Ensuite, à partir de cela, cette matrice de la Réunion m'a servi de prototype pour répondre un jour à une invitation qui m'avait été faite à l'île Maurice par Raj Virasamy pour un séminaire à l'île Maurice dans lequel j'ai pu parler de la comparaison de la Réunion, de la Guadeloupe et des sociétés de plantation. Ce qui m'a valu par la suite, du coup, une invitation à venir, là aussi 1 an à l'île Maurice, à l'université, dans l'école d'administration que dirigeait M. Hatchuen et dans laquelle j'ai eu à faire des cours à l'école d'administration et à mettre sur le terrain des étudiants. Parce que là encore, je n'ai pas voulu habiter là, j'ai été habité dans un village, le village de Velle, dans le nord de l'île, qui est un village musulman essentiellement, où j'étais allé parce que j'avais parmi les élèves que j'avais vus un garçon qui m'a paru exceptionnel et qu'il était, qui s'appelait Daoud Oliar, qui était un musulman très convaincu et qui était en même temps un informateur de première classe. Et Daoud m'a fait installer dans son village. J'étais seul avec mon petit garçon qui à l'époque avait 2 ans. Ma femme n'était pas là à ce moment-là, elle était restée au Canada. Et j'ai loué un planteur qui avait 4 enfants et une grande case, puisqu'elle avait 2 pièces. Il m'a loué une des 2 pièces et il a mis toute la famille dans l'autre pièce. Et là, j'ai passé quelques mois à travailler dans ce village, tout en donnant des cours à l'université et en aidant aussi à l'Institut Mahatma Gandhi, où il y avait des archives de l'immigration indienne, dépouiller ces archives. C'était une période extrêmement riche, extrêmement féconde, parce que ça m'a permis à la fois de connaître en profondeur un terrain, et là encore de voir beaucoup de choses sur l'hindouisme et ses pratiques marginales, sur les musulmans, sur les catholiques créoles, beaucoup de choses que j'ai pu suivre, des exorcismes dans des maisons de ministres, enfin des tas de choses tout à fait étonnantes. Et là, j'ai été aux prises avec quelque chose de l'éthique, c'est qu'après, un de mes amis qui était dans la politique m'a dit ça, tu ne le publieras pas, hein, ça nous nuirait trop. Et j'étais pendant 10 ans sans en publier une ligne, sans en parler nulle part,
parce que c'était mon devoir. Alors, donc, à l'île Maurice, j'ai vu un schéma différent, mais avec aussi quand même la terre tenue par les Blancs créoles et les Indiens qui avaient su capter une bonne partie du commerce, des activités de type intellectuel, etc., et politique, les Chinois qui s'étaient créés un créneau et tout cela. Et à partir de tout ça, ça permettait de reconstruire une sorte de société de plantation, mais fort différente. Et là, c'est là que j'ai rencontré un de mes Jean Houbert, politologue mauricien d'origine, qui m'a appris beaucoup le jour où il m'a montré un article pour... alors nous publiions à l'époque déjà, sous la direction de Louis Favreux, mais j'étais un des co-éditeurs, un gros volume annuel qui s'appelle Annuaire des pays de l'océan Indien. On l'a publié pendant 12 ans. En un an, sur un volume de 700 à 800 pages, on publiait des articles de fond, une chronologie des activités, une bibliographie analytique et tout sur ce qui se passait dans l'océan Indien. Et parmi les auteurs, on avait Jean Houbert. Il a fait un article qui m'a paru bien intéressant sur les décolonisations comparées à l'île Maurice et à la Réunion. Et son idée était, la Réunion n'a pas perdu la colonisation de l'État, mais elle s'est décolonisée de l'intérieur. Maurice est devenu indépendant, mais est resté colonial de l'intérieur. Et l'idée est très juste. La société mauricienne est restée à peu près la même. Les Indiens y ont pris du pouvoir, mais les Blancs créoles ont gardé tout le contrôle des terres. À La Réunion, ils ont tout perdu. C'est passé à des grandes sociétés, et puis ça s'est dissous. Par contre, le pouvoir politique continue à être français, largement. À Maurice, il y a le pouvoir politique. Entre les mains réellement des Indiens et avec les deux. Mais un pouvoir vraiment démocratique. Moi, je me souviens du vieux docteur Ramgoolan debout sur une table dans une église, dans une école, dans une cour d'école d'un petit village faisant sa campagne électorale. Et plus tard, quand il m'a reçu dans son grand palais de président de la République, c'était toujours le même homme, simple et agréable. Et là, quand la majorité changeait, le gouvernement tombait, et ça a continué. Hein, avec un équilibre ethnique et culturel. Mais la Réunion, c'est pas tout à fait ça.